Bien, nous reprenons. Durant maintenant une petite heure, celle qui suit, nous allons parler santé durable et échelle de santé durable avec les 4 intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Mais d'abord, je vous invite à regarder brièvement le résultat de l'activité que vous venez de faire et d'une partie de cette activité, en l'occurrence la question qui était portée sur la question de la responsabilité dans l'implémentation, le développement de politiques de santé durable. Et quelque chose de très intéressant qu'on voit aussi ici et qu'on a discuté précédemment dans les interventions qui ont été faites, c'est qu'au cœur de cela, et ce qui a été le plus mentionné, alors certes, il y a les municipalités, et on entendra notre syndic Pierre Desmontet tout de suite en parler notamment, mais il y a aussi les mots tout le monde, tous et citoyens. Et ça résonne bien avec certains éléments qui ont effectivement été présentés plus tôt. Alors je passe tout de suite à la présentation de nos intervenants. Avec nous aujourd'hui, ici à Yverdon-les-Bains, Pierre Desmontet, docteur en géographie urbaine et économique de l'EPFL, syndic évidemment de la ville d'Yverdon-les-Bains pour la législature 2021-2026. Vous êtes en charge de l'administration générale, des finances et de l'économie, après avoir été municipal des énergies depuis 2016. Vous êtes également député socialiste au Grand Conseil vaudois et membre de sa commission des finances, président du réseau des villes de l'Arc jurassien et président du comité de pilotage d'Aglo-Y, projet d'aménagement de l'agglomération yverdonnoise. Et par le passé, vous avez notamment travaillé comme lead data analyst à Houston, aux USA, et vous avez fondé la société Microgis. Également avec nous, le professeur Jérôme Rossier, vice-recteur de l'Université de Lausanne, à la tête du dicaster ressources humaines de ce rectorat, en charge de la formation continue et des sports. Jérôme Rossier est un psychologue formé dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle. Il a été nommé professeur assistant en 2003 et professeur ordinaire en 2009 à l'UNIL. Et par le biais de son dicaster, il veille à renforcer la cohésion de l'institution et porte une attention toute particulière à la promotion des carrières féminines. Et puis, ses axes de recherche principaux sont la psychologie vocationnelle du conseil, des carrières et de l'orientation. Et puis, vous le verrez tout de suite, nous aurons avec nous en visioconférence 2 intervenants. Depuis le Québec, le professeur Jean-Pierre Després, que vous avez vu déjà tout à l'heure dans l'entretien avec le maire de Québec, Bruno Marchand. Jean-Pierre Després est professeur au département de kinésiologie de l'Université de Laval et directeur scientifique du Centre de recherche en santé durable Vitam. Ses intérêts de recherche comprennent l'obésité, la distribution du tissu adipeux, l'obésité viscérale, le diabète de type 2, les lipides, les lipoprotéines, les maladies cardiovasculaires et leur prévention par l'activité physique et un mode de vie sain. Au travers de ses 768 articles scientifiques publiés et autres travaux, il est l'un des chercheurs les plus cités au monde dans son domaine. Et puis, depuis la France, Éric Martinand, maître de conférences associé à la faculté de droit de l'université Jean Moulin, Lyon 3. Il est l'auteur d'une thèse de doctorat portant sur la notion d'accès aux soins en droit. Il a participé et coordonné de nombreux ouvrages et dossiers dans des revues spécialisées et est vice-président d'ALMA 34, Centre interdépartemental de lutte contre les maltraitances faites aux personnes âgées et aux majeurs en situation de handicap, et membre également du comité d'éthique de l'Agence nationale de développement professionnel continu. Alors, messieurs, nous allons débuter tout de suite. La pandémie de Covid-19 a été un révélateur concret, je crois qu'on peut le dire, de ce que peut apporter une approche en termes de santé durable, soit prendre en compte la santé des personnes, non pas seulement face à la maladie, mais dans l'importance de leurs liens sociaux, des interdépendances à l'échelle globale, la nécessité d'une planète en santé. Donc, si on part de l'expérience du Covid et dans le processus d'implémentation dont on a discuté jusqu'à maintenant d'une approche de santé durable, quelle est la part de responsabilité, et c'était la question qui était aussi adressée au public durant cette activité, quelle part de responsabilité vous attribueriez aux différents domaines concernés? J'aimerais que vous me répondiez chacun à partir de votre point de vue spécifique, c'est-à-dire pour Pierre Desmontet, celle des collectivités publiques et des villes, celle des prestataires de services de santé et de recherche dans le domaine pour Jean-Pierre Després, les différents types d'opérateurs de santé ainsi que les acteurs qui sont organisés à l'échelle internationale sur ces questions pour Éric Martinand, et puis finalement, évidemment, les universités en tant qu'entité, au-delà des seuls chercheurs, pour vous, Jérôme Rossier. Donc je vous laisse tout de suite, on va commencer par vous, monsieur le syndic.
Je vous laisse la parole sur cette question. Ouais, alors, assez rapidement, d'une certaine manière, vous partez de l'expérience du Covid. Si l'expérience du Covid nous a appris quelque chose dans les collectivités publiques, particulièrement celles qui sont les collectivités locales, c'est évidemment la flexibilité. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec une situation qui évoluait extrêmement violemment, fortement, et avec des implications qui étaient immenses. Et on a fait front, en fait, en tant que collectivité publique. On a réussi à faire face, on a réussi à tenir le choc, on a fourni les services, on a maintenu l'infrastructure de base. Et donc, on sait faire ça. Alors maintenant, sur la question qui nous occupe, la collectivité locale, en tout cas en Suisse et dans le canton de Vaud, elle est évidemment en charge de l'urbanisme. Et on a vu, à travers tout l'après-midi, à quel point, finalement, l'aménagement urbain, la mise à disposition, par exemple, de trajets sécurisés, de trajets agréables, la possibilité, évidemment, de mettre et de parcourir la ville et de la parsemer de toute une série d'infrastructures qui permettent et qui favorisent finalement l'activité physique est très très importante. Parce que ce qui me semble intéressant dans ce débat, c'est que cette conférence, elle part de l'activité physique, elle glisse vers la santé, et on a beaucoup de gens qui sont ici de service des sports. Donc on a ce glissement, ça part du domaine sportif, on l'élargit à l'activité physique. Moi je le comprends comme étant quelque chose qui sort du domaine de la compétition et de la peak performance d'une certaine manière sportive, de l'activité physique de tout un chacun, et ensuite de la santé, où on sait que l'activité physique joue un rôle très important dans le maintien en santé de la population. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, il y a eu des questions de santé publique qui se sont posées parce que les gens brusquement étaient privés, en tout cas une partie de la population se faisait priver, et on sait que la sédentarité est mauvaise, entre guillemets, ou en tout cas problématique au niveau du maintien en santé de la population. Et donc, c'est comment on fait pour finalement encourager les gens qui ne sont pas encore sédentaires à rester pas sédentaires, et comment encourager les personnes sédentaires à ne plus l'être. Et ça passe beaucoup finalement par l'accessibilité à toute une série de choses, mais ça peut être simplement un cheminement agréable à faire à pied, plutôt que de le faire en transport public ou en voiture, par exemple. Et après, ça pose toute une série de problèmes. Mais c'est vrai que dans une ville comme Yverdon, on a ce grand projet en urbanisme couplé avec les sports d'espace public à 5 minutes. Et l'idée, c'est bel et bien de mettre à disposition de la population, à très grande proximité de là où elle réside, où elle travaille, des infrastructures et des possibilités finalement de se dépenser et d'avoir ne serait-ce qu'un minimum d'activité physique. Quelqu'un qui marche quart d'heure pour aller au travail, c'est déjà un énorme progrès par rapport à s'il ne le fait pas. Alors Jean-Pierre Després, Pierre Desmontet vient de le dire, les villes ont des rôles absolument centraux dans le développement de ces politiques, et Bruno Marchand le rappelait aussi, mais tous deux rappellent l'importance de dialoguer avec d'autres acteurs, et notamment les prestataires de santé et les chercheurs. Quelle est leur part de responsabilité à ces acteurs-là? Premièrement, j'aimerais remercier tous les intervenants ce matin, et Monsieur le syndic vient de nous livrer des propos très, très inspirants sur l'importance, encore une fois, du milieu municipal. Salutations sous 25 cm de neige, petite première tempête à Québec cette nuit. Vous savez, au Québec, on a accès universel à notre système de santé, ce qui veut dire que le mendiant a accès aux neurochirurgiens, aux chirurgiens cardiaques. Et ça, on paie des impôts on dort tranquille là-dessus. On sait au moins qu'on a accès à ce service de santé universel. Mais malheureusement, les données que nous avons à notre disposition, entre autres à la Ville de Québec, nous montrent que entre ce qu'on appelle chez nous la basse ville, qui est moins affluente, et la haute ville, qui est riche, vous savez, il y a une différence dans l'espérance de vie de 7 ans. Pourtant, c'est le même système de santé avec accès universel. Ça vous montre bien, donc, encore une fois, que les déterminants sociaux, les facteurs sociaux, environnementaux, qui vont déterminer votre trajectoire de vie ou en santé et votre espérance de vie, ne sont pas pris en compte par ce système qui est centré sur la gestion de la maladie. Je le dis avec beaucoup de respect, vous savez. La crise de la COVID a exacerbé ces inégalités, particulièrement aux États-Unis. La littérature scientifique l'a bien démontré. Et je vous dirais que nos décideurs, on est toujours dans cette transition, dans cette reconfiguration. Je vous dirais que ça a sensibilisé cette situation-là, cette crise a sensibilisé nos décideurs sur les limites d'un système qui est très, excusez l'anglicisme, top-down. Nous, la médecine, on sait faire. Si vous êtes malade, on va vous soigner. Et ça a permis, entre autres,
la création d'un premier centre de recherche en santé durable financé par le gouvernement québécois, par l'organisme qu'on appelle le Fonds de la recherche du Québec en santé. Alors ça, c'est une première. Et vous savez, je vais vous raconter très, très brièvement cette histoire-là avec beaucoup, beaucoup d'humilité, parce que moi, j'arrive du milieu biomédical. J'ai fait de la recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires pendant 36 ans. Et ce que vous avez décrit tout à l'heure, Quentin, c'est une catastrophe. Jamais au Québec, on a eu autant de gens affligés d'obésité, de maladies métaboliques, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires. Alors, c'est un constat d'échec, moi, en fin de carrière, comme je suis. Et donc, Vitam, c'est un changement de paradigme parce que là, on met autour de la table on essaie de mettre autour de la table tous ces acteurs qui sont pertinents aux différentes dimensions de la santé, bien au-delà du système de gestion de la maladie. Et ce qu'on découvre à ce stade, parce que comme on dit en anglais, c'est work in progress, c'est qu'il y a des silos. Il y a d'énormes silos, premièrement, et que la communauté scientifique qui travaille dans le domaine de la santé, c'est un peu comme dans le monde médical, on sait faire. Nous sommes les universitaires, on va faire des projets de recherche, qu'on va comprendre des phénomènes de société. Et mon expérience à titre de directeur de Vitam depuis maintenant 2 ans et demi, c'est qu'il y a eu très, très peu de consultations citoyennes, très, très peu d'implications citoyennes. Et c'est ce qui occupe mon temps en ce moment, c'est ce qui occupe nos équipes, cette implication citoyenne où, dans un premier temps, on ne va pas leur dire ce qu'on doit faire, mais plutôt voici la situation, voici les limites de notre système de gestion de la maladie. La santé, c'est plus que ça. La santé, ça, encore une fois, ça implique les milieux de vie, les conditions socio-économiques, et ça vous concerne, comme vous l'avez entendu de notre maire ce matin. Alors, est-ce que ça vous interpelle? Et je vais vous dire, partout à la grandeur du Québec, les citoyens répondent présents, mais ils nous disent, vous voulez vraiment nous écouter? Parce qu'on n'a jamais été écoutés dans le passé, en matière, encore une fois, de santé. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci Jean-Pierre, et je crois que vous l'avez dit, on a parlé d'implication citoyenne tout à l'heure, et donc les opérateurs de santé généralement, eh bien, c'est une démarche qui n'est peut-être pas nouvelle, mais qui en tout cas du côté des citoyens peut paraître certaines fois nouvelle, celle qu'on se tourne vers eux, qu'on leur pose la question de savoir quel est leur avis sur leur propre santé. Et donc je poserai cette question-là aussi à Éric Martinand, donc pour revenir à la question de la responsabilité, quelle responsabilité pour les opérateurs de santé pour prolonger ce que vient de nous dire Jean-Pierre Després, et puis aussi que vous nous donniez votre avis sur les acteurs qu'on oublie parfois nous, à l'échelle locale, qui sont des acteurs organisés à l'échelle internationale et dont on a vu durant la pandémie par exemple que cette coordination était indispensable si on voulait affronter ces enjeux correctement. Alors, ce que nous a appris finalement la Covid ou le Covid, hein, c'est 2 appréhensions tout à fait différentes. Soit on pense à la maladie, soit on pense à l'épidémie. Ce sont 2 focales différentes. La maladie a inquiété les personnes d'un point de vue individuel et au regard des familles, alors que l'épidémie a induit une réflexion importante sur les systèmes de santé. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte de l'interdépendance. C'est une grande lune, l'interdépendance. Hein. C'est l'invention de la Société des Nations, la promesse de la paix perpétuelle, le fait que l'on se rend compte qu'il y a une interdépendance individuelle, il y a une interdépendance sociale. C'est le solidarisme de bourgeois qui a créé notamment la Société des Nations. Et puis qu'il y a une interdépendance interétatique. Parce que la manière dont on produit les médicaments, la manière dont on produit les dispositifs médicaux, la manière dont il existe une circulation professionnelle de santé, faut qu'il existe une interdépendance. Et que cette interdépendance, a été d'une grande acuité pendant l'épidémie de Covid. Alors, la question qui est soumise à notre étude, c'est la question de la résilience. Comment on métamorphose un système dont on a vu et on a mesuré les défaillances. Malheureusement, je ne suis pas président de la République, ni secrétaire général de l'ONU. Mais, premier élément, peut-être en partant, en ne prenant que la francophonie comme exemple, d'une logique qui ce seront les villes apprenantes.
vous avez une association des maires francophones. Et paradoxalement, cette association des maires francophones n'a pas été à la pointe de l'épée pour expliquer quelles étaient les situations à résoudre et les voies, les expérimentations qui étaient réalisées dans différents pays et dans différentes grandes villes, petites villes, pour expliquer quels étaient les besoins, d'une part, et d'autre part, quelles étaient, à un moment, les stratégies mises en œuvre. Il y avait deux questions. Une question d'ordre public, où vous l'avez compris, la police de l'épidémie, c'est aussi une police de maintien de l'ordre. Ça a été le confinement. Et dans un deuxième temps, la police des épidémies, c'est l'ordre public sanitaire, c'est comment faire en sorte que les politiques publiques arrivent à être le plus efficace possible. Et on n'a pas eu cette circulation où il existait une diversité à valoriser vis-à-vis des politiques locales qui étaient réalisées. Deuxième point, on a une chose merveilleuse, on a l'association des parlements francophones, où là, une étude est possible en partant des législations et des manières dont les députés et les sénateurs les parlements, tout simplement, se sont investis de cette question. En partant de la question de la démocratie, en partant de la restriction de liberté, en partant, à un moment, de ce qui était nécessaire pour lutter contre le Covid. Et puis, il y a l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, c'est intéressant, l'OIF a fait un protocole d'accord avec l'Organisation mondiale de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Est-ce que l'Académie de l'OMS qui va ouvrir à Lyon, qui est ouvert d'une manière théorique pour l'instant, va permettre d'accueillir la diversité? Parce que cette diversité, elle doit être bien conçue au regard de la santé durable. Vous avez des pays qui sont très riches, vous avez des pays évidemment qui sont pauvres. Et la manière dont a vécu la pandémie n'est pas la même. Or, si on a une visée universaliste, je vais être très court, si on a une visée universaliste, si on a une visée où on veut protéger chaque et toute personne, eh bien, l'enjeu est simple. C'est de faire progresser l'ensemble des systèmes de santé. Vous comprenez que quand une population est pauvre, et qu'elle peut se retrouver dans une situation de plus grande précarité si elle suit les recommandations ayant trait au confinement et à la distanciation sociale, la chose est impossible. Et si cette même population se dit ce que je fais pour la santé, je le fais pour la santé d'autres que ceux qui sont mes plus proches, c'est la logique de la santé globale. Donc une idée sécuritaire où ce que l'on veut, c'est que le virus n'arrive pas. Alors que la grande réforme de 2005 du règlement sanitaire international, c'est de faire en sorte que les systèmes de santé puissent coopérer ensemble, mais pour cela, il faut avoir la confiance du public. Et pour avoir la confiance du public, il faut que la couverture sanitaire universelle progresse, il faut qu'il y ait une protection sanitaire universelle qui soit, à un moment, réfléchie, afin qu'on puisse affirmer, et c'est un des enjeux peut-être de la santé durable, qui est finalement pas modeste, que la santé est une sphère de justice particulière, c'est du Michel Walzer qu'on devrait sans doute évoquer d'une manière différente. Alors, vous faites une transition toute trouvée avec la même question donc, que je pose à Jérôme Rossier, parce que finalement, dans ce travail, que ce soit d'explication, mais c'est peut-être un peu condescendant de le dire comme ça, de dialogue surtout, sur ce qu'a expliqué Éric Martinand, c'est-à-dire comment des décisions prises à l'échelle internationale, nationale, ensuite arrivent vers des citoyens. Mais là, les chercheurs, les universités ont un rôle extrêmement important. Quelle est leur part de responsabilité, d'après vous? Alors, bonjour à tout le monde. Déjà, un grand merci pour cette invitation. Je crois que pour nous, c'est très important de pouvoir être en prise directe avec la société, avec les problèmes sociétaux. Donc effectivement, je pense que les hautes écoles, disons, ont la responsabilité d'adresser les défis contemporains. Disons, c'est une des ambitions de l'Université de Lausanne, disons, en lien avec les partenaires disons, locaux, internationaux, les institutions, que de se positionner par rapport à ces défis puis à s'engager. Donc nous, on défend cette idée d'une université engagée en lien avec son territoire.
Et, disons, concernant ces questions, disons, de durabilité, évidemment, c'est des défis qui vont nous occuper ces prochaines années. C'est des défis extrêmement importants, compliqués, disons, qui ont des facettes multiples. Et là, on parle de santé durable, donc on voit bien qu'il y a un espèce de croisement de différentes thématiques. Je pense qu'il faut les adresser de manière conjointe. Donc, il y a l'aspect de durabilité au niveau écologique, il y a l'aspect de durabilité sociale. On voit bien que l'un ne va pas sans l'autre. Après, il y a l'aspect lié au bien-être et à la santé. Donc, nous, on s'engage pour ces éléments-là, disons, en partenariat avec les collectivités locales. On s'engage aussi au niveau politique pour ces éléments-là. On a aussi une action, en fait, sur notre propre communauté, parce que si on veut, nous, on a 5 000 collaborateurs, 17 000 étudiants. Donc, c'est 20 000 personnes qui habitent ce campus, si on veut, qui viennent de tout le canton et puis d'au-delà. Et disons, nous, on essaie de faire une promotion de ce bien-être. Et dans ce cadre-là, l'activité physique est un vecteur pour, disons, porter ce développement du bien-être et le développement d'une santé, puis d'un esprit, disons, collectif. Parce que c'est ça, peut-être aussi, disons, un des enjeux de nos sociétés, c'est que les efforts des uns et des autres sont parfois des efforts qui sont individuels. Puis il faut recréer du collectif dans cet espace-là. Je pense que l'activité physique, comme la culture d'ailleurs, est un des moyens de créer du collectif. C'est pour cette raison que, disons, c'est un élément qui nous tient vraiment à cœur. Alors c'est clair que l'université, de manière très concrète, dans son plan de développement, qui est un peu un plan de législature, si on veut, pour les prochaines années. Nous, on a la durabilité qui est extrêmement importante. On a toute la question de la santé, avec tous nos liens avec le CHUV et Unisanté, qui sont des éléments très structurants de notre action. Puis on a aussi tous ces éléments, toutes ces compétences, toutes ces expertises dans le domaine du sport. Et si on veut, la conjugaison de ces trois éléments, on l'espère, nous permettra de nous engager, disons, pour le bien, on l'espère, de notre environnement sur ces thématiques-là. Alors vous l'avez évoqué, ce lien justement entre l'individuel et le collectif qui est au cœur de notre réflexion aujourd'hui. J'aimerais passer à cette partie-là de notre discussion en me retournant vers vous, monsieur le syndic. Yverdon-les-Bains a entrepris de nombreuses démarches participatives ces dernières années, notamment avec un fort accent sur la durabilité. Monsieur le vice-recteur en parlait à l'instant. Est-ce que ces démarches sont justement au cœur d'une volonté de dépassement d'une vision de la santé un petit peu vieillotte, comme ça, qui se limiterait uniquement à l'individu, mais justement une manière de les ouvrir au collectif? Alors ça, c'est une question intéressante pour l'agencement institutionnel dans le canton de Vaud. Donc le niveau fédéral, le niveau cantonal et le niveau communal ne donnent aucune compétence au niveau communal dans le domaine de la santé. Donc quand on vient sur quelque chose, sur un thème comme ça, en fait, on s'approprie, on colonise, on investit un domaine qui est en principe pas le nôtre. Premièrement, pour lequel, du coup, on n'a pas de moyens et pour lequel personne ne va nous donner des moyens. Donc il faut qu'on invente tout, entre guillemets. Ce qui rend possible les choses, c'est que la manière dont la santé publique est souvent conçue, ça a été dit aussi pendant certaines interventions, c'est surtout c'est le traitement de la maladie, d'une certaine manière. On considère qu'on a un problème de santé, que c'est à partir de là qu'on entre dans le système de santé. Or, évidemment, avec l'idée du maintien en santé de la population, on attaque la santé en fait par la prévention, par faire en sorte, d'une certaine manière, que les gens n'aient jamais besoin, ou en tout cas le plus tard possible, et le moins possible, finalement, recours au système de santé qui est effectivement pas du tout de notre compétence et qui, par contre, lui, dispose de budgets faramineux dont vous et moi, d'ailleurs, voyez l'incidence chaque mois, à chaque fin de mois, quand vous devez payer vos primes d'assurance maladie. Et donc, c'est intéressant, toute cette question de ça. Finalement, je reste persuadé que beaucoup de choses dans le domaine de la santé durable, et notamment dans l'activité physique, c'est effectivement le niveau communal qui est le mieux placé pour le faire. Parce qu'on a effectivement le contrôle de l'urbanisme, parce qu'on a le contrôle justement de l'aménagement de nos espaces publics, et qu'avec ça, on peut faire énormément de choses. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est de partir dans la durabilité. Et là, on est sur des degrés méta, on est le degré, la COP27, les États qui s'engagent pour au niveau mondial, avec des problématiques, typiquement, qui dépasse le local. Nous, on peut faire beaucoup de choses dans la lutte contre le réchauffement climatique au niveau local. On peut faire beaucoup de choses dans l'adaptation. Une fois de plus, c'est nous qui sommes en charge de l'urbanisme, donc les politiques urbanistiques de mitigation, c'est nous qui allons les mener. Mais en même temps, la lutte contre l'émission, typiquement le système de mobilité, par définition, il n'est pas local, il est au moins régional, voire national, voire international. Et donc,
là, on ne peut pas agir, entre guillemets. C'est vrai qu'on se posait la question, parce que c'est une question qui était posée dans l'exercice qui nous était donné. Quel est l'acteur, quel est le niveau institutionnel de l'acteur qui peut vraiment attaquer la question, entre guillemets, de l'activité physique, du maintien en santé et de la planète en santé? Puis on se disait, il y en a deux qui sont vraiment au niveau local. Clairement, on devrait pouvoir le faire à ce niveau-là. C'est là que ça a le plus de sens. Mais effectivement, il faut, comme j'ai dit, inventer la politique, inventer les moyens, trouver le moyen, motiver effectivement qu'on fasse dans ce domaine-là, et ce n'est pas forcément évident. Puis il y en a un qui est complètement méta, qui est au niveau au moins de l'État régional, voire de l'État national, voire évidemment du niveau international, sur lequel évidemment on a relativement peu de prise. Alors Jean-Pierre Després, monsieur le syndic lisait à l'instant, cette échelle locale, elle permet du coup les contacts privilégiés avec les citoyens dont on parlait plus tôt. Vous l'avez rappelé, l'une des volontés principales de Vitam, au Centre de recherche en santé durable, c'est de faire avec les citoyens, et justement pas pour les citoyens seulement, afin de démocratiser la santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment concrètement, quand on pense cette idée-là, comment est-ce qu'on la met en pratique? Bien, premièrement, Quentin, monsieur le syndic a parfaitement raison. Là, il faut décentraliser, encore une fois, l'offre de services en santé et non pas en gestion de la maladie. Mais de la même manière, monsieur le maire à Québec me dit, Jean-Pierre, j'ai pas les budgets, mais il faut, encore une fois, que les gouvernements supérieurs reconnaissent la pertinence et l'importance des gouvernements municipaux, justement, parce qu'ils connaissent beaucoup mieux leur population puis les enjeux sur le territoire que les gouvernements centraux dans un premier temps. En ce qui concerne maintenant le comment, déjà, il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Et chez nous, au Québec, ces acteurs-là ne se sont jamais retrouvés simultanément autour de la table. Si on regarde, par exemple, les ministères du gouvernement provincial qui ont des responsabilités leur permettant d'adresser certaines dimensions de la santé durable, ces ministères-là ne se parlent pas. Alors, ils ont leurs activités en silo. Alors ça, c'est le premier défi qui nous guette, c'est de rallier, mettre tout ce beau monde-là autour de la table, puis de leur faire réaliser que finalement, ils font partie de la solution. Mais si on ne fait que ça, encore une fois, on a des leaders politiques et on a des scientifiques qui sont dans leur tour d'ivoire. Au Canada, on a, puis je sais que c'est la même chose dans plusieurs pays d'Europe, on a maintenant une approche qui s'appelle stratégie de recherche axée sur le patient. Ce que je peux vous dire, depuis que je dirige Vitam, depuis que j'ai rencontré de nombreux patients qui sont impliqués dans ces stratégies-là, je vais être très transparent avec vous. On nous dit, on a souvent l'impression qu'on est des plantes vertes. Alors, on est autour de la table parce que ça fait bien de montrer que finalement, des patients sont impliqués dans le choix de la couleur de la pilule. Et là, c'est caricatural ce que je vous dis là. Est-ce que la pilule doit être jaune ou la pilule doit être bleue? Vous comprenez que c'est sarcastique, mon commentaire. Chez nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller bien au-delà de là. Et on a commencé par la gouvernance de Vitam. Alors, il y a des citoyens dans tous les comités de Vitam, dans notre bureau de direction. Et les citoyens qui siègent au bureau de direction, je les appelle mes patrons. Alors, c'est à eux qu'on se rapporte, nous, dans toutes les activités qu'on réalise à Vitam. Par la suite aussi, depuis qu'on existe, on est beaucoup, puis je sais que ça fait partie des thématiques, de la thématique discutée aujourd'hui. On est interpellé par les régions du Québec qui disent, cette réflexion-là en santé durable, où souhaite impliquer les citoyens, tant mieux si ça se passe à Québec, mais à la grandeur du Québec, on a des enjeux bien spécifiques. On aimerait bien les adresser. Alors, on s'implique dans l'animation de réflexion sur les territoires. Puis encore une fois, on le fait avec beaucoup d'humilité, et pas pour dire à ces territoires-là, voici ce que vous devriez faire. Mais à partir du moment où on met sur la table que la santé, c'est bien plus que la gestion de la maladie, puis ça implique une pléiade d'acteurs sur le territoire, ils se réunissent. Et je dois vous faire le rapport que c'est la première fois que tous ces acteurs-là se réunissent pour discuter de stratégies socio-économiques avec la santé durable comme changement de paradigme. Et pour revenir maintenant en terminant,
sur ses citoyens partenaires, de par le fait qu'à Vitam, on est centré, la démarche, et encore une fois, excusez-moi l'anglicisme, bottom-up, on se nourrit finalement de ce que les citoyens qui vivent avec des enjeux de santé nous rapportent et nous disent tous et toutes la même chose. Nous ne sommes pas des maladies. Nous sommes des personnes qui avons des vies et malheureusement, le système de gestion de la maladie est configuré pour gérer notre enjeu de santé, mais on passe la majorité de notre existence en dehors du système de gestion de la maladie. Et donc, on a des vies et on parlait tantôt d'enjeux de santé mentale. Ben, on a des travaux chez nous qui montrent que vous savez que le milieu qui stigmatise le plus les patients qui vivent avec des enjeux de santé mentale, c'est le système de santé. Merci Jean-Pierre. Alors on a une question en ligne qui nous demande, mais ce soir, cet après-midi, on n'a pas de représentants des prestataires locaux de soins ici dans cette table ronde et puis qui sont montés sur l'estrade. Et ça me permet de faire le lien un peu avec tout ce qu'on discute là au niveau de la possibilité de toucher tout le monde et de mettre tout le monde autour de la table. Et je me tourne vers Éric Martinan pour qu'il nous parle peut-être justement de démocratie sanitaire. C'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé. Et nous dire en quoi cette notion-là permet justement de nous questionner et de remettre en question nos habitudes et celles qu'on a notamment cet après-midi ici. Alors, la notion de démocratie sanitaire renvoie tout d'abord à la notion de démocratie, tout simplement. Et la démocratie, c'est la question du vivre ensemble. C'est deux choses. C'est d'abord la participation, d'une part. On va y revenir. Et puis, c'est l'abord vis-à-vis de la décision politique, d'autre part. La démocratie sanitaire en France, elle est née en 2002, loi du 4 mars 2002, qui est assez intéressante parce que c'était le droit des patients et à la démocratie sanitaire. Et donc, cette démocratie doit fonctionner au droit. Première affirmation, non pas lourde de sens, mais lourde de signification. Ou plutôt oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la démocratie sanitaire, elle pose une question politique. Elle pose une question politique. Et la santé durable est une question d'éthique politique. C'est une question de lien social. C'est une question, à un moment, essentiellement politique. Et donc, on a fait en sorte qu'il y ait des représentants d'usagers ou de patients. On n'a pas le temps de faire la distinction entre l'usager et le patient. On parle parfois de personnes malades. C'est intéressant, quand on vient de la sphère du handicap, on dit une personne en situation de handicap ou une personne ayant un handicap. On ne dit pas une personne handicapée. Et même en France, aujourd'hui, on parle encore de personnes malades, on la réduit à sa maladie. Alors que, mince, la démocratie sanitaire, le rapport au droit, ça vient du sida. C'est une histoire d'une révolte des patients qui devaient qu'endurer ce qui était proposé par la médecine. Je force le trait, car on n'a pas le temps de rentrer avec finesse dans la chose. Mais participation à la recherche, de pouvoir connaître les recherches, et puis surtout qu'on les prenne comme étant des sujets de droit et des personnes humaines, et pas seulement comme étant des objets de soins. C'est assez intéressant. Alors après, on a essayé de mettre des associations d'usagers, enfin des représentants d'usagers, des représentants à un moment de patients dans toute l'administration de la santé. Et puis on a fait ce qu'on appelle des conférences locales de santé. Les mairies ont fait des conférences locales de santé pour demander directement à la population ce qu'elle voulait. Et puis on a deux institutions, et je vais vous donner ces deux éléments pour illustration. On a ce que l'on appelle la conférence régionale de santé et de l'autonomie et la conférence nationale de santé et de l'autonomie. C'est le cœur de la démocratie sanitaire. On fait dialoguer ensemble les acteurs et les opérateurs de santé qui s'ignorent. Et il y a des représentants, à un moment, des grandes associations d'usagers. La difficulté, c'est quoi? C'est que ce sont des priorités de santé qui peuvent être établies, mais dans ce qui relève de l'administration. J'insiste toujours, il ne faut pas confondre la démocratie sanitaire, qui est une démocratie administrative, qui relève du système, à un moment de la santé, d'avec une démocratie qui est la démocratie en santé, qui est profondément politique. Et l'enjeu, c'est que
cette démocratie en santé, elle fonctionne à un moment à la santé durable, c'est-à-dire au fait, là encore, que la santé est quelque chose qui est au-delà des lectures partisanes, parce que ce que l'on recherche, c'est le bien-être des personnes. Alors, pour terminer ce tour de table, Jérôme Rossier, on traite là de la question de l'articulation entre l'individu et le collectif, et dans les universités, c'est quelque chose qui est très transversal finalement comme question, que de traiter à la fois de l'individu et puis de l'environnement dans lequel il fonctionne, que ça aille du droit des sciences sociales à la biologie. À l'université de Lausanne, à peu près tous les chercheurs abordent de près ou de loin ces questions-là, mais ensuite une université met en place des politiques des interfaces sciences-société pour dialoguer avec la population sur ces questions. Est-ce que ça vous avez l'impression que ça fonctionne? Est-ce que l'Université de Lausanne, encore, j'imagine, est en train de développer cela pour mieux s'adresser, et ne pas que les chercheurs restent, comme on peut l'entendre, la critique souvent dans une tour d'ivoire, mais puissent dialoguer réellement avec la population? Et donc ce passage, finalement, de la théorie, ce qu'on théorise en université, en haute école, à la mise en pratique, est-ce que c'est quelque chose qui est réussi aujourd'hui, vous avez l'impression, et dans le domaine de la santé durable, de l'activité physique tout particulièrement? Je pense que c'est difficile de parler de réussite ou d'échec. Disons, c'est un travail constant, en fait. C'est un dialogue constant, et c'est un dialogue qui nous est cher, qui m'est cher, et qui est, à mon sens, extrêmement important pour justement pouvoir, au niveau, disons, de la communauté des chercheurs, se pencher sur des problèmes, disons, concrets qui se posent à nos sociétés, mais aussi pour pouvoir, disons, travailler avec les personnes en prise avec cette réalité-là, à la résolution de problèmes, disons, concrets auxquels on est confronté quotidiennement. Donc je dirais que ce dialogue, pour nous, il est extrêmement important. Puis après, c'est clair que nous, on essaye, disons, de promouvoir la recherche interdisciplinaire. Et c'est clair que le domaine du sport ou de la santé durable sont des domaines qui se prêtent bien à ce type de perspective. Pour nous, c'est extrêmement important parce que les problèmes les plus complexes, si on veut, nécessitent une telle approche, parce qu'une approche monodisciplinaire, généralement, ne permet pas de résoudre ces problèmes-là. Après, par rapport à ce qui a été dit auparavant, c'est clair qu'il y a, pour certaines de ces réalités-là, elles s'appliquent à la fois à des individus. Le problème de la santé durable s'applique à l'individu, puis on peut, disons, accompagner un individu dans la promotion de sa mobilité ou de son activité, etc., mais aussi une dimension collective. Et je dirais que ce dialogue, enfin, entre citoyens, entre institutions, il doit aussi pouvoir s'ancrer dans une approche collective, en fait, de ces problèmes-là. Pour ma part, je suis convaincu que pour, disons, surmonter, en fait, les défis auxquels on va être confronté, que ce soit climatique, de bien-être de la population dans ce monde qui change, etc. Disons, il y a un vrai enjeu de travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on parlait avant de différentes strates de l'administration qui peut travailler, disons, un peu en silo. Mais là, toute la question, c'est comment on arrive à rassembler l'ensemble de ces personnes pour travailler à un même problème, quelque part. Puis ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est un enjeu où on veut aussi faire notre part, nous, en tant qu'institution académique. Alors, Pierre Desmontet, justement, pour une municipalité, de traiter, de réussir à adresser ces enjeux. On parlait tout à l'heure des spécificités qui sont celles en Suisse, dans le fédéralisme, du traitement de la question de la santé par les communes, qui ne sont pas celles des cantons ou d'État fédéral. Par contre, de l'opportunité, effectivement, de pouvoir descendre à des échelles intéressantes. Et là, si on traite plus maintenant des échelles géographiques, une échelle intéressante pour les villes, c'est celle des quartiers, éventuellement. Et toute une série de projets à Yverdon ont été menés sur l'échelle des quartiers. Comment, à la fois en tant que géographe, en tant que syndic, vous percevez à Yverdon-les-Bains cette échelle des quartiers comme une opportunité en termes de santé durable, notamment sur les questions de développement durable, de durabilité, mais sur autre chose également? Alors, sur la question de l'activité physique, de manière évidente, la ville d'Yverdon, elle n'est pas très grande, elle fait 30 000 habitants, elle fait peut-être 2 à 3 km, entre guillemets, de diamètre, on va dire ça, mais ça signifie déjà que vous avez des quartiers qui sont relativement éloignés. On a une magnifique zone sportive au bord du lac. Alors, elle est accessible pour une partie de la ville très facilement, en 5 à 10 minutes à pied, vous y êtes. En fait, elle est quand même assez coupée du reste de la ville par
par notamment l'axe ferroviaire. La population urbaine, elle est plutôt de l'autre côté des voies de chemin de fer. Et puis, toute une série de populations, entre guillemets, plus à risque de paupérisation, elles sont particulièrement éloignées de cette zone sportive. Et ce sont elles, entre guillemets, qui sont le plus à risque. On l'a vu, hein, on le voit, le déterminant social du maintien en santé, il est relativement fort. Il y a des gens qui sont relativement mobiles, relativement aisés, qui sont relativement bien localisés et qui ont accès très facilement, soit parce qu'ils sont déjà à proximité, soit parce qu'ils ont le moyen de pouvoir se déplacer relativement facilement. Et puis il y a des gens qui sont un peu plus isolés, entre guillemets. Il faut faire très attention à ces questions de ghetto. Et on a des quartiers, entre guillemets, populaires à Yverdon, 3 que j'ai en tête, dont 2 sont relativement isolés, entre guillemets, relativement loin de la zone sportive du bord du lac, et pour qui, en fait, ce sont des populations qui, effectivement, sont d'intérêt, finalement, pour cette problématique. Et c'est là que, alors, c'est le fameux projet d'espace public à 5 minutes sur Yverdon, c'est bel et bien l'idée de pouvoir fournir à ces populations, à la population entière d'Yverdon. Donc l'idée, c'est que chaque Yverdonoise et Yverdonois soit à 5 minutes ou moins d'un espace public dans lequel, à terme, effectivement, on propose aussi une possibilité d'activité physique. C'est aussi les relier les uns aux autres par des cheminements. C'est quelque chose qui a l'air facile à dire, qui est relativement vendable en termes de politique publique, mais qui, en fait, quand on doit le faire sur le terrain, est assez difficile parce que, j'entends, vous pouvez avoir 1 kilomètre qui est super, si vous avez 20 mètres qui sont mauvais au milieu, eh bien, vous cassez complètement la cohérence et les gens vont se focaliser sur les 20 mètres qui ne vont pas plutôt que sur le kilomètre qui va bien et vous cassez vos cheminements. L'opportunité là-dedans, c'est que c'est une politique publique qui est en même temps pas extrêmement chère, parce qu'en termes infrastructurels, de mettre ça en place, c'est quand même beaucoup moins cher que d'autres types d'infrastructures. Construire une école, par exemple, c'est quelque chose qui coûte horriblement cher à une ville comme la mienne. Et puis, en termes de budget, c'est pas non plus extrêmement porteur par rapport à d'autres politiques publiques. Le soutien au transport public, par exemple, ou le soutien à la politique d'accueil de jour sont des domaines qui sont horriblement onéreux. Ils sont extrêmement importants, mais ils sont horriblement onéreux sur un budget. Et là, on a, dans ce domaine-là, finalement, une politique. Ça, c'est la chance qu'on a. On n'a aucun financement pour ça, mais heureusement, ça ne coûte pas horriblement cher à mettre en place. C'est quelque chose qu'on peut glisser dans d'autres budgets. On parlait d'urbanisme, on parlait de transport, de mobilité. Là, on a quelques budgets dans lesquels on peut finalement glisser ces éléments-là pour pouvoir finalement atteindre ces buts-là, probablement avec une assez bonne efficacité en termes de coût-bénéfice, parce qu'on l'a dit, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'au niveau de la Suisse, on met des dizaines de milliards par année dans la politique de santé. Au Canada, j'imagine que c'est des centaines de milliards. Et puis en France, on est probablement aux 1000 milliards dans ces choses-là. Et on sait très bien que si on investissait sur le maintien en santé plutôt qu'une fois corrigé, une fois que ça va mal, entre guillemets, on aurait un vrai intérêt, mais ça c'est le vrai dans tout le domaine de la prévention de la santé depuis 20 ans. Finalement, on fait partie du domaine de la prévention dans le domaine de la santé avec l'activité physique. Avec des sommes infiniment moindres, on ferait certainement des économies gigantesques dans le système de santé. C'est fou qu'on n'y arrive pas, en fait. Alors Jean-Pierre Després, le syndic Pierre Dismontet mentionnait à l'instant l'intérêt de travailler sur l'échelle des quartiers. Vous mentionnez aussi l'efficacité parfois, mais en tout cas les conditions qu'il faut réunir pour être efficace là-dessus. À Québec, vous mentionniez dans une précédente conférence qu'entre différents quartiers et selon le profil sociodémographique des gens qui y habitent, eh bien, il y a des inégalités sur l'espérance de vie, tout simplement, avec certains quartiers qui ont 8 ans d'espérance de vie de plus que dans d'autres. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que l'approche de santé durable, est-ce que l'approche de santé durable permet finalement, puisque c'est là l'intérêt, de diminuer cette inégalité, par exemple sur l'espérance de vie? Est-ce que c'est en empruntant ce chemin-là qu'on permet de cibler réellement ces inégalités-là? Dans un premier temps, Quentin, permets-moi à nouveau de saluer le commentaire de monsieur le syndic. Au Québec, j'ai mentionné publiquement et à monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation ici que la gestion de la maladie, c'est un gouffre financier sans fond. Alors, si on reste dans le même paradigme, on va investir des milliards et des milliards de dollars additionnels sans vraiment avoir un impact sur la santé. Je ne parle pas de la gestion de la maladie, mais sur de la santé de notre population. Puis ça, la littérature scientifique est très claire là-dessus. D'ailleurs, nos voisins du Sud qui sont capables du meilleur et du pire, on sait qu'ils ont des centaines de millions d'armes à feu en circulation. Ça, c'est le pire. Mais le meilleur, ils ont de grands scientifiques qui ont justement proposé, il y a une dizaine d'années,
un changement de paradigme dans le monde de la cardiologie, passer de la gestion des maladies cardiovasculaires à la promotion de la santé cardiovasculaire. Ça, c'est un changement de paradigme spectaculaire. Et ce qu'ils ont montré, science à l'appui, et ça, c'est une petite révolution, c'est que lorsqu'on prend la peine de mesurer les comportements, votre niveau d'activité physique, la qualité de votre alimentation, votre tour de taille, et on vérifie si vous ne fumez pas, bien, c'est adopter ces comportements-là ont autant de bénéfices que gérer vos facteurs de risque traditionnels, que ce soit l'hypertension, le cholestérol et le diabète. Donc, les comportements dans la détermination de votre trajectoire de vie en santé ou malade sont aussi importants que ce que le médecin, par exemple, de famille ou le médecin spécialisé va suivre sur votre tableau de bord. Alors, lorsque j'ai présenté ces résultats-là à M. le maire Marchand, bien, on a fait le constat tous les deux, le tableau de bord, on ne l'a pas. Puis lorsque vous allez voir votre médecin de famille, bien, on n'utilise pas des outils standardisés au Québec pour justement mesurer votre niveau d'activité physique, votre qualité nutritionnelle, donc vos indicateurs comportementaux. Alors, ce qu'on souhaite faire, puis on veut commencer par la Ville de Québec, c'est de développer ce qu'on appelle un écosystème apprenant et bienveillant en santé durable où ces dimensions-là seraient mesurées et avec ensuite, bien entendu, parce que la Ville a énormément d'informations sur l'état du territoire, l'aménagement urbain et tout, mais ces données-là ne sont pas croisées avec le dossier maladie des patients au Québec. Et là, je peux vous dire que chez nous, au Québec, c'est tout un défi. C'est tout un défi de rendre ces données-là du dossier maladie compatibles avec les données. Vous savez, lorsqu'on on demande à nos citoyens ici, combien d'entre vous, si on était capable de créer comme ça, de générer un tableau de bord qui serait du domaine public, généré par vous, où on aurait, vous, mais également collectivement, nous aurions accès non seulement à votre dossier maladie, mais vous seriez en mesure de nourrir ce tableau de bord-là de vos comportements, de différents indicateurs. 85% des citoyens sont partants. Mais comme je l'ai mentionné dans mon entretien avec M. le maire, ne donnez pas ces données-là à Google ou à Facebook. À ce moment-là, on est partant. Et donc, vous voyez là, qu'on est dans une approche on revient à ce que Éric disait tout à l'heure, de démocratisation de la santé durable. Alors, en terminant, à la Ville de Québec, on est profondément engagé à faire du territoire de la Ville un territoire, un écosystème apprenant, mais là, on a des enjeux de numérique, on a des enjeux donc technologiques, mais on a aussi des enjeux de gouvernance. On veut bien s'assurer que les citoyens seront impliqués dans la gestion de cet écosystème apprenant, mais on est engagé dans cette voie, même si ce sera un long chemin difficile. Éric Martinan, Jean-Pierre Després vient de dire à l'instant, parler d'entreprises mondialisées comme Google et Facebook, et vous-même, vous considérez parfois que la mondialisation peut tendre vers un abandon sanitaire des individus. Comment est-ce qu'on fait à l'échelle internationale et dans un monde globalisé pour éviter cet abandon sanitaire ? Éric, est-ce que vous nous entendez ? Je me parlais tout seul sans avoir remis mon micro, excusez-moi. Il y a une question qui est importante, c'est la question de la confiance. La question de la confiance dans la démocratie en santé et la démocratie sanitaire, elle est tout à fait cruciale. On passe très simplement du secret professionnel médical à une logique qui est la confidentialité des données. La question des plateformes de données de santé, des plateformes à un moment de la protection sociale, du fait qu'elles puissent dialoguer entre elles, sont des éléments qui sont importants. Mais il faut faire très attention à la confidentialité des données de santé. En deux mots, on dit qu'il existe un ordre public du secret professionnel médical. Il est essentiel, cet ordre public du secret. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas aller chez un médecin si vous savez que l'information qu'aura ce médecin va être distribuée à des personnes qui sont intéressées d'une manière cynique ou négative par rapport à votre santé. Et donc,
de ce fait, si évidemment un assureur le sait, si votre banquier le sait, si les proches que vous voulez exclure de cette information le savent, cela peut. Et donc, il y a vraiment tout un environnement juridique de gestion, de stockage des données, et cela est vraiment important. Alors l'abandon, on peut le considérer de plusieurs manières. On peut dire que les sociétés, elles ont 4 manières de réagir vis-à-vis de la santé. On peut discriminer les personnes qui sont en santé. On peut stigmatiser, donc leur enlever des droits. On peut stigmatiser, les montrer du doigt. On peut les culpabiliser, comme la chose a existé dans l'histoire sociale de la médecine. On peut être neutre, leur expliquer que leur santé intéresse l'individu seul et n'intéresse pas les collectivités publiques, ou alors on peut les protéger. Et ces différentes manières de voir font en sorte que, pour répondre et pour revenir plus précisément à votre question, il n'y a pas de gouvernement mondial. L'OMS est bien évidemment leader sur toutes les questions ayant trait à la santé, mais ce qu'il faut, c'est à un moment une convention, par exemple, internationale vis-à-vis des risques sanitaires, pour qu'on ne riposte pas, mais qu'on puisse répondre. Aujourd'hui, c'est totalement débattu au regard de l'OMS. Est-ce qu'on fait une nouvelle convention au risque que cette convention prenne tellement de temps à ce que les États se mettent d'accord? Est-ce qu'on améliore le règlement sanitaire international, ou est-ce qu'on fait des accords techniques? Je sais, si je réponds à votre question, l'abandon des populations, je désespère. Lisez le rapport de la santé dans le monde fait par l'OMS chaque année. L'impact du Covid est catastrophique sur les inégalités entre les pays. Donc, il y a des vraies politiques actives, mais il faut dans ces cas-là que le budget de l'Organisation mondiale de la santé soit stabilisé et soit fait dans la durabilité. Alors que les États financent essentiellement des actions, il faut aussi que le budget soit consolidé, c'est ce qu'on appelle la finance durable, au regard des politiques de santé à l'échelon international. Alors, Jérôme Rossier, je termine cet échange avec vous. L'échelle internationale, les relations internationales, les chercheurs, les universités, les hautes écoles les connaissent bien, elles sont au cœur de leur travail, mais vous avez, vous aussi, une échelle au quotidien très particulière à gérer, qui est celle de l'université, d'un campus qui échappe finalement aux structures politiques traditionnelles, puisqu'elles doivent s'auto-organiser tout en étant en lien avec les villes, avec le canton en l'occurrence, pour des écoles polytechniques, avec la Confédération. Comment est-ce qu'on crée ça à l'échelle d'un campus? L'Université de Lausanne est en transformation complète actuellement, elle l'est depuis longtemps, mais elle devient une petite ville de plus en plus. Comment est-ce qu'on met ça en place pour garantir du coup la santé durable des étudiants, des collaborateurs? C'est clair que, disons, l'université a pour vocation d'être en contact avec le monde, interagir avec une communauté scientifique très large. Et par ailleurs, elle a une responsabilité de s'assurer du développement, disons, opportun d'une communauté, disons, c'est vrai que quand on pense à ces transformations, c'est vrai que la transformation des comportements des individus, c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, à initier. Et je pense qu'il faut à la fois, disons, offrir des conditions cadres qui permettent cette évolution, qui permettent, par exemple, l'activité physique, qui rendent ça possible. Donc effectivement, ça rejoint un peu l'aménagement du territoire, disons, d'une ville ou d'une commune. Et après, il faut donner du sens, en fait, à ces éléments-là. Donc je pense qu'il faut être porteur d'un projet, pouvoir communiquer autour de ce projet-là, pour que les gens peuvent initier, en fait, un changement peut-être de leurs habitudes, qui sont peut-être à l'origine du développement de cette santé durable, par exemple, via l'activité physique. Donc je dirais, c'est de travailler sur les conditions cadres, sur l'infrastructure, en fait, sur les valeurs, parce qu'il faut pouvoir adjoindre
aux éléments concrets du sens, en fait. Très bien. Avant de terminer, peut-être en un mot, je reviens vers Jean-Pierre Després, parce qu'on a une question en ligne qui nous demande est-ce que certains pays ont réussi à mettre déjà en place des formes de politique de santé qui s'approchent un petit peu de ce que vous décriviez précédemment, qui ne sont pas juste la gestion de la maladie, mais qui sont plus que ça et qui approchent un petit peu ce que souhaite faire la santé durable. En 30 secondes, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet ? Les pays qui, encore une fois, ont des structures sociales plus importantes, on regarde les pays scandinaves, entre autres, je sais que ça fait cliché comme réponse, mais je vous dirais que la vision la plus spectaculaire vient d'une organisation, pour ceux qui s'intéressent, de cardiologie américaine, l'American Heart Association. Le problème, vous le savez, c'est qu'aux États-Unis, il y a 2 pays dans un. Alors, il y a 50% des Américains qui embrassent cette vision-là et l'autre 50% qui n'est pas d'accord. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci beaucoup messieurs pour cet échange passionnant. Et puis on aura l'occasion de le prolonger ici par la suite, à la fin de cette conférence et puis à d'autres occasions. Je vous remercie beaucoup.